Bonjour à tous et bienvenue. Ma sœur m'a exclu du dîner de Noël parce que j'étais, selon ses propres mots, juste une mécano. Elle pensait que j'étais indigne de m'asseoir à sa table, indigne de respirer le même air que le petit ami riche qu'elle venait de rencontrer. Alors, j'ai fait la seule chose logique, j'ai coupé les fonds que je versais pour ses études de luxe. Elle pensait qu'elle était au-dessus de moi, qu'elle pouvait me traiter comme une moins que rien tout en encaissant mon argent, jusqu'à ce que les factures arrivent. Et croyez-moi, la réalité l'a frappée de plein fouet. Restez avec moi pour découvrir comment tout cela s'est effondré. Avant de plonger dans les détails sordides de cette trahison familiale, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez aujourd'hui, et quelle heure il est chez vous. J'adore voir jusqu'où ces histoires voyagent et à quel point nous sommes tous connectés, peu importe l'heure. Je m'appelle Agnès, j'ai 30 ans. Et ma vie, elle sent l'huile de vidange, le métal chaud et le caoutchouc brûlé. Je suis propriétaire de mon propre garage automobile ici, à Lyon. Ce n'est pas un immense concessionnaire, juste un garage de quartier, Garage A. Martin. Mon nom, enfin, mon nom de famille, celui de mon père. Je suis debout à 6 heures tous les matins, souvent encore là à 20 heures, 6 jours par semaine. L'hiver, le froid vous glace les os dès que vous touchez une clé en métal. L'été, c'est une fournaise. Mais c'est à moi. Regardez mes mains. Allez-y, regardez. Elles sont crevassées, pleines de cicatrices et de callosités. Il y a toujours un peu de graisse incrustée sous mes ongles, peu importe à quel point je frotte avec la pâte spéciale. Ce sont des mains de mécaniciens. Ce sont des mains qui travaillent. Et ce sont ces mains qui ont bâti cette entreprise à partir de rien. Ce sont ces mains qui ont payé chaque facture, chaque prêt, et chaque dépense de ma sœur. Sur mon bureau, à côté d'une pile de factures de fournisseurs de pièces, il y a une photo. Une vieille photo dans un cadre en argent un peu terni. C'est Coralie et moi. J'ai peut-être 15 ans, elle en a 9. Elle a un sourire édenté et elle me serre dans ses bras comme si j'étais son héroïne. J'avais passé l'après-midi à réparer la chaîne de son vélo. J'étais déjà la mécano de la famille. Coralie, ma petite sœur. 24 ans. Mon opposé polaire. Elle vit à Paris. Elle est dans une de ces grandes écoles de commerce dont les noms sont impossibles à prononcer et dont les frais de scolarité pourraient acheter un garage entier. Elle est raffinée. Toujours parfaitement habillée, ses mains manucurées ne connaissent rien de plus sale qu'un écran de smartphone. Mon père, Bernard, était mécanicien lui aussi. Il a travaillé toute sa vie dans un petit garage de la Croix-Rousse, celui que j'ai repris et modernisé. Il m'a tout appris. Il parlait toujours de la fierté de l'artisan, de l'honneur du travail bien fait. Il me disait que des mains qui travaillent sont des mains honnêtes. Mais tout ça, c'était avant. Depuis que Coralie est entrée dans son école prestigieuse, c'est comme si mes parents, lui et ma mère Martine, avaient oublié d'où ils venaient. Ils sont devenus obsédés. Maintenant, ils ne parlent que de l'avenir de Coralie. Des contacts qu'elle se fait. Du monde auquel elle va bientôt appartenir. Un monde qui, apparemment, n'a pas de place pour l'odeur de l'huile moteur ou la fierté d'un travail manuel. J'ai ouvert mon ordinateur, le portail bancaire était déjà affiché. Une nouvelle demande de paiement de Coralie. Objet, voyage d'études obligatoire, Suisse. Montant, 1500 €. J'ai soupiré. Un autre voyage obligatoire. Le mois dernier, c'était un séminaire à Londres pour 800 €. Avant ça, un week-end réseautage à Deauville pour 500. Mon compte en banque commençait à sentir la pression. Le toit de mon propre appartement avait une petite fuite que je repoussais de réparer, mais c'était pour Coralie. Pour son avenir. C'est crucial pour mon réseau, Agnès, m'avait-elle dit au téléphone, sa voix sonnant si lointaine, si parisienne. Tu ne peux pas comprendre, ce n'est pas comme ton monde, mais ces gens-là, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Les relations se font en dehors des cours. Tu ne peux pas comprendre. La phrase est restée en suspens, comme une petite claque. J'ai cliqué sur « Valider le paiement ». L'argent est parti. 1500 €. J'étais fière de pouvoir l'aider, de lui offrir les chances que je n'avais pas eues. J'ai fermé l'ordinateur,
J'ai remis mes gants de travail et je suis retournée sous une Citroën C3 qui avait un problème d'embrayage. Si seulement j'avais pris 30 secondes de plus. Si seulement j'avais regardé de plus près les photos qu'elle publiait, au lieu de me contenter de payer, de toujours payer. Nous étions à moins d'une semaine du réveillon de Noël. Le garage tournait à plein régime. C'est toujours la période la plus chargée. Les gens voulaient que leur voiture soit prête pour les longs trajets des vacances. Le froid lyonnais mordait, et notre machine à café tournait sans arrêt. Pascal, mon chef d'atelier, et les 2 apprentis étaient débordés. J'étais dans mon petit bureau vitré, le chauffage d'appoint soufflant sur mes pieds. J'étais en train de calculer les primes de fin d'année. Pascal méritait une belle enveloppe. Il travaillait aussi dur que moi. J'avais même acheté une bonne bouteille de Châteauneuf-du-Pape pour mon père, en me disant qu'on la boirait le soir du 24. J'adorais le réveillon. C'était le seul moment où toute la famille était réunie, où on oubliait les soucis. C'est là que mon téléphone a sonné. Maman. J'ai décroché avec un sourire fatigué mais heureux. Salut maman. J'allais justement t'appeler. J'étais en train de me demander si je devais apporter les huîtres ou le foie gras cette année. Un silence. Pas un long silence, juste une hésitation. Une microseconde de vide qui a suffi à glacer mon sourire. Agnès, ma chérie. Sa voix était fausse. Hésitante. Ce n'était pas la voix enjouée de ma mère qui planifiait son menu de Noël. C'était la voix de quelqu'un qui doit annoncer une mauvaise nouvelle. La voix qu'elle avait eue quand le chien était mort. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qui se passe, maman? Tout va bien? Coralie va bien? Papa? Oui, tout le monde va bien, ma chérie. Ne t'inquiète pas. C'est à propos du réveillon. Je me suis adossée à ma chaise. Le bruit des clés à choc dans l'atelier me semblait soudain très lointain. Quoi, à propos du réveillon? Eh bien, tu sais que Coralie ramène son ami, Thibaut? Le jeune homme dont elle nous parle tant? Oui. Le fils de l'avocat parisien. Je sais. Et alors? Alors, c'est un peu plus que ça. Ses parents viennent aussi. Ils descendent de Paris spécialement pour le réveillon. Ils dorment à la Villa Florentine. Un des hôtels 5 étoiles les plus chers de Lyon. C'est très formel, Agnès. Ce sont des gens importants. Je n'aimais pas la tournure que prenait cette conversation. Importants comment? Ils sont ministres? Ils sont de la famille royale? J'ai essayé de plaisanter, mais ma voix était déjà tendue. Non, ne sois pas comme ça, m'a-t-elle réprimandé doucement. Son père est un grand avocat d'affaires. Sa mère dirige une galerie d'art dans le Marais. Bref. Coralie est un peu stressée. Elle veut que tout soit parfait. Tu comprends? Non, maman. Je ne comprends pas, dis-moi ce qui se passe. Nouveau soupir. Un soupir long et fatigué, celui qu'elle réservait pour moi quand j'étais difficile. Agnès. Ils sont différents de nous, voilà. Très élégants. Très à cheval sur les apparences. Ils ont un appartement avenue Foch. Et donc? Ma voix était devenue froide. Je sentais le métal froid de mon bureau sous ma main. Je fixais mes ongles sales. Et donc? Maman a pensé. Nous avons pensé. Elle disait toujours, nous, quand c'était une idée de Coralie, que ce serait peut-être mieux, si tu ne venais pas. Juste pour le 24. Juste pour cette année. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je n'entendais plus que le sang qui battait dans mes oreilles. Tu plaisantes? Ma voix n'était qu'un murmure. Oh, ne le prends pas comme ça, ma chérie. Ce n'est pas contre toi. Vraiment. C'est juste pour que Coralie soit à l'aise. Pour qu'elle fasse bonne impression. C'est tellement important pour son avenir, tu sais. Ces gens-là peuvent lui ouvrir tellement de portes. Alors je suis quoi, maman? Une porte qui se ferme? Quelque chose qu'il faut cacher dans le placard? Ma voix montait. Mais non. Tu exagères toujours tout. Tu prends tout mal. On se rattrapera. On fera un autre dîner, juste nous,
la semaine d'après. Le 26, si tu veux. Juste la famille. Juste la famille, j'ai répété, amèrement. Apparemment, je n'en fais partie que le 26. Le jour où les invités chics sont partis. Agnès, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas crié. J'ai appuyé sur le bouton rouge. J'ai raccroché. Je suis restée assise là, dans le froid de mon bureau, fixant le mur où mon calendrier de fournisseur était accroché. J'ai regardé mes mains. Les mains qui payaient pour tout ça. Différents de nous. J'étais différente, ça oui. Et je commençais à peine à comprendre à quel point. Je tremblais. Ce n'était pas à cause du froid du garage. C'était une colère froide qui montait en moi, une colère si intense qu'elle me donnait la nausée. J'essayais de rationaliser. Maman est faible. Elle a toujours cédé à Coralie. Coralie est juste stressée. C'est juste un dîner. Mais ça ne marchait pas. C'était Noël. Mon Noël. Ma famille. J'ai failli jeter mon téléphone contre le mur quand il a vibré à nouveau. J'ai regardé l'écran, m'attendant à voir « Maman » s'afficher. Mais c'était Solange. Ma cousine. La fille de la sœur de mon père. Elle et moi, on avait le même âge, on avait grandi ensemble. Elle était infirmière, elle non plus n'avait pas peur de se salir les mains. J'ai décroché, mais je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas parler. Agnès ? Tu ne vas pas le croire. La voix de Solange était furieuse. Elle ne mâchait jamais ses mots. J'étais chez tante Martine pour déposer un cadeau pour les grands-parents. Je suis entrée par la porte de derrière, elle ne m'a pas entendue. Je les ai entendus. Elle ne savait pas que j'étais là. Entendu qui, ai-je demandé, ma voix si basse que c'était à peine un son. Ta mère et Coralie. Coralie était au téléphone, elle parlait en haut-parleur, sûrement depuis Paris. Et elle hurlait. Je n'exagère pas, Agnès, elle hurlait. Je me suis agrippée au bord du bureau. Elle a crié, je m'en fiche. Je t'ai déjà dit non. Je ne veux pas qu'Agnès soit là. Et ta mère disait, mais chérie, c'est ta sœur, c'est Noël. Et c'est là qu'elle l'a dit, Agnès. Je te le jure, mot pour mot. Solange a pris une grande inspiration. Elle a dit, je m'en fiche que ce soit ma sœur. Je ne veux pas que les parents de Thibaut voient que nous venons d'une famille de prolos. C'est assez embarrassant comme ça avec l'appartement de papa et maman. Je ne vais pas en plus leur présenter une mécano qui sent le gazole. Prolo. Le mot a explosé dans ma tête. Un terme de mépris. Un mot qu'elle n'aurait jamais osé utiliser devant moi. Prolo. La classe ouvrière. La plèbe. Moi. Mon père. Solange continuait, sa voix tremblante de colère pour moi. Tante Martine a essayé de la calmer. Mais Agnès, elle paie pour. Et Coralie l'a coupée. Elle a crié, justement. Elle paie, c'est son rôle. Qu'elle continue de payer et qu'elle reste dans son garage. Si elle vient, je ne viens pas. C'est elle ou moi. Et devine qui ta mère a choisi, Agnès ? Je n'ai pas pu répondre. J'ai raccroché sans un mot. Prolo. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli faire tomber mon téléphone. C'est alors que j'ai eu un flash. Une pensée soudaine et glaciale. Le « voyage d'études » de 1500 €. J'ai rouvert mon ordinateur. J'ai tapé « Coralie Martin » sur Instagram. Son profil était privé, mais elle m'avait accepté il y a des années. Ce jour-là, elle avait posté. Il y a 3 jours. Une « story » publique. Ce n'était pas un amphithéâtre. Ce n'était pas un séminaire. C'était une vidéo d'elle, en combinaison de ski intégral Fusalp coûtant un SMIC, tenant une coupe de champagne. Elle faisait un « cher » avec d'autres jeunes gens. Derrière elle, les Alpes suisses enneigées. L'étiquette de géolocalisation était claire, Gstad. L'une des stations de ski les plus chères et les plus exclusives du monde. Sur une autre photo, elle riait aux éclats avec Thibaut, un groupe d'amis, tous visiblement riches. Elle ne m'avait pas seulement insultée. Elle ne m'avait pas seulement bannie de ma propre famille.
Elle m'avait menti. Elle m'avait volé. Elle avait pris 1500 € à la Prolo pour aller boire du champagne à Gstad. Cette douleur, c'était différent. Ce n'était plus de la tristesse. C'était une rage pure, froide et tranchante comme l'acier. Une rage qui me donnait une clarté que je n'avais jamais eue. J'étais anéantie. Trahie par ma propre sœur et ma mère, tout ça pour une question d'apparence. Trahie, volée, et traitée de prolo. Dites-moi honnêtement dans les commentaires, si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait à ce moment précis? Auriez-vous appelé pour les confronter et leur hurler dessus, ou auriez-vous commencé à planifier votre vengeance en silence? Le 24 décembre est arrivé. Le garage était fermé. Pascal et les apprentis étaient avec leur famille, profitant de leurs primes et de leurs cadeaux. J'avais dit à Pascal que j'avais un empêchement, que je ne pouvais pas rejoindre ma famille. Il m'avait regardé avec ses yeux tristes de vieux mécano, il savait que quelque chose n'allait pas, mais il n'a pas posé de questions. Moi, j'étais seule dans mon appartement de la Croix-Rousse. Seule. Le mot résonnait dans le silence. De ma fenêtre, je pouvais voir les lumières de la ville. Lyon est magnifique à Noël, pleine de vie. Je pouvais entendre les sons étouffés des fêtes dans les appartements voisins, les rires, la musique, les bouchons de champagne qui sautent. J'avais essayé. J'avais acheté un petit morceau de foie gras chez le traiteur Sibylia au Albocuse. Une demi-bouteille de Saint-Véran. J'ai allumé la télévision, essayant de regarder « Le Père Noël est une ordure ». Mais chaque réplique, que je connaissais par cœur, me semblait amère. Chaque éclat de rire à l'écran me semblait être une moquerie. Je n'arrêtais pas de penser à eux. Ils devaient être à table à ce moment-là. Chez mes parents. Ou pire, dans un restaurant chic payé par les parents de Thibaut. Est-ce que ma mère avait fait sa fameuse dinde au marron? Est-ce que Coralie parlait de ses contacts à Paris? Est-ce que mon père, Bernard, avait mis le pull en cachemire que Coralie lui avait sûrement acheté, avec mon argent? Est-ce qu'ils avaient ri? Est-ce qu'ils avaient porté un toast? Est-ce que quelqu'un avait mentionné mon nom? Probablement pas. J'étais le fantôme du garage. L'embarras. J'ai résisté aussi longtemps que j'ai pu. Mais vers 23 heures, la solitude est devenue trop lourde. J'ai craqué. J'ai ouvert Instagram. Je savais que je n'aurais pas dû. Elle avait posté. Il y a 1 heure. La photo était parfaite. Digne d'un magazine. Coralie, dans une robe de soie rouge qui devait coûter une fortune. Thibaut, en costume impeccable. Ses parents, l'air riche et distingué, souriant poliment. Et mes parents. Martine et Bernard. Souriant à pleines dents, l'air un peu gauche, un peu trop impressionnés, comme des enfants admis à la table des grands. Ils étaient tous là, dans le salon de mes parents, que maman avait dû récurer pendant 1 semaine. Le sapin de Noël gigantesque scintillait derrière eux. La légende. C'est la légende qui m'a achevé. Un Noël parfait avec les gens qui comptent le plus. La famille, c'est tout. La famille, c'est tout. Sauf moi. Je n'étais pas la famille. J'étais la prolo. J'étais la vache à lait, la mécano qu'on cache dans le garage comme un vieux moteur cassé, mais dont on garde la clé au cas où. J'ai posé mon téléphone. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien ressenti. Juste un vide. Un calme terrifiant. Fini la rage. Fini la tristesse. Juste, rien. J'ai regardé la photo une dernière fois. Leur visage souriant. Et c'est là que j'ai su. J'ai su que ce n'était pas juste un dîner. C'était la fin. La fin de la nièce qui se sacrifie. La fin de la gentille grande sœur. J'ai su exactement ce que j'allais faire. Je n'ai pas touché à mon foie gras. J'ai vidé le verre de vin blanc dans l'évier et je suis allée me coucher. Je me suis réveillée le 25 décembre à 7 heures du matin. Le soleil d'hiver peinait à percer le brouillard lyonnais. J'ai fait du café. Fort. Très fort. Je me suis assise à mon bureau. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je suis allée sur le portail de paiement de la grande école de Coralie. Je connaissais ses identifiants par cœur. Je payais ses factures depuis 3 ans. J'ai regardé l'échéance suivante.
Prochain semestre. Date limite, 1er janvier. Montant, 24 000 €. Je ne l'ai jamais laissé s'inquiéter de cette somme. Je la payais toujours en avance, dès qu'elle apparaissait. J'ai regardé le montant. 24 000 €. C'est le prix d'un pont élévateur neuf à 4 colonnes. C'est le salaire de 2 apprentis pendant 1 an. C'est plus que ce que j'avais mis de côté pour ma propre retraite en 5 ans. J'ai déplacé mon curseur. Il y avait un petit lien, presque caché. Gérer les méthodes de paiement. Mon compte bancaire professionnel y était enregistré. Paiement principal. À côté, il y avait un bouton. Un petit X rouge. Supprimer. J'ai cliqué. Une petite fenêtre est apparue. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette méthode de paiement? Cette action est irréversible. J'ai souri. Pour la première fois depuis des jours. Oh oui, ai-je murmuré à l'écran. J'en suis sûr. J'ai cliqué sur « Confirmer ». Le compte était parti. L'échéance de 24 000 € était maintenant en rouge vif, en attente de paiement. J'ai fermé l'ordinateur. J'ai bu une gorgée de café. Il n'avait jamais été aussi bon. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Le temps de prendre une douche et de m'habiller. Pas en tenue de travail, cette fois. C'était le jour de Noël. J'allais m'offrir un bon repas, seul, dans un des rares bouchons ouverts. J'enfilais mes bottes quand mon téléphone s'est mis à hurler. Ce n'était pas une sonnerie, c'était une sirène d'alarme. Maman. Elle a dû voir l'email de confirmation de l'école, que Coralie lui avait sûrement transféré, paniquée. J'ai laissé sonner. Une fois. Le téléphone s'est tu. Il a recommencé. 2 fois. Silence. 3 fois. J'ai compté. À la 4e, j'ai décroché. J'ai mis le haut-parleur et j'ai continué à lasser ma botte. Je n'ai rien dit. Agnès. J'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Ce n'était pas la voix hésitante de la semaine dernière. C'était un cri. Un cri de pure panique, teinté de fureur. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai pris mon temps. J'ai fini mon lacet, j'ai fait un double nœud. Bonjour maman. Joyeux Noël à toi aussi. Ne joue pas à ça avec moi. Ne fais pas l'innocente. Coralie vient de m'appeler, elle est en pleurs, elle est hystérique. Elle a reçu un email de l'école. Le paiement a été refusé. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait ce que tu m'as demandé, maman, ai-je dit, ma voix calme, presque glaciale. Tu m'as dit que j'étais différente. Que je ne faisais pas partie de ce monde. Alors j'ai retiré mon argent. Mon argent de prolo ne doit pas contaminer son avenir si brillant. Un silence choqué. Elle ne s'attendait pas à ce que je le sache. Elle ne s'attendait pas à ce que je riposte. Comment peux-tu être si cruel? Sa voix avait baissé d'un cran, passant de la fureur à l'indignation outrée. Moi, cruel? J'ai ri. Un rire sec, sans joie, qui a surpris mon propre chat. Cruel? C'est un mot intéressant. Est-ce que c'est cruel de payer pour des études de luxe pendant 3 ans? Est-ce que c'est cruel de payer 1 500 € pour un voyage au ski à Gstad déguisé en voyage d'études? Ou est-ce que c'est cruel d'être banni de sa propre famille le soir de Noël parce que sa sœur a honte de son métier? Elle a bafouillé. C'était magnifique. Gstad? Mais non. C'était un voyage scolaire. Elle nous a dit. Arrête de mentir, maman. J'ai vu les photos. Le champagne, les tenues de ski. Arrête. Tu m'as menti. Elle t'a menti. Vous m'avez tous menti. Elle a changé de tactique. La manipulation. L'arme qu'elle maîtrisait le mieux. Sa voix est devenue pleurante. Agnès, c'est ta sœur. Elle est jeune. Elle ne réfléchit pas. C'est son avenir qui est en jeu. Tu ne peux pas lui faire ça. C'est 24 000 €. Son avenir? J'ai rétorqué, la colère montant enfin, propre et juste. Et le mien? Qu'en est-il de mon avenir, maman? Le mien, il est construit sur des journées de 12 heures,
les mains dans le cambouis, à respirer des vapeurs toxiques pour qu'elle puisse se pavaner à Paris. Son avenir a été payé par mon présent. Et c'est terminé. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Bernard et moi, on ne peut pas payer ça. Tu le sais. Ah. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Nous y voilà. Ce n'est pas que je suis cruelle. Ce n'est pas que vous êtes désolé pour ce que vous m'avez fait. C'est que vous n'avez plus accès à mon compte en banque. Agnès, je t'en supplie. Rétablis le paiement. Fais-le pour moi. C'est ta famille. La famille? C'est drôle, maman. La famille ne s'applique que lorsque vous avez besoin de mon argent. Quand il s'agit de s'asseoir à table, soudainement je ne suis plus la famille. Je suis un embarras. Une prolo. Point. Tu es égoïste, a-t-elle crié, sa dernière cartouche. Non. J'ai fini. C'est tout. J'ai fini. J'ai raccroché. J'ai attrapé mes clés. Mon cœur battait à tout rompre. Mais pour la première fois, ce n'était pas à cause de la tristesse. C'était de l'adrénaline. Je savais que ce n'était que le début. Coralie n'allait pas abandonner si facilement. Et j'avais raison. Pendant que ma mère me hurlait dessus, Coralie, elle, était à Paris. Je l'ai su plus tard, par Solange, qui avait réussi à reconstituer les pièces du puzzle grâce à une amie commune. Après avoir échoué à me joindre, j'avais bloqué son numéro immédiatement après l'appel de ma mère. Coralie a fait ce qu'elle fait toujours, elle s'est tournée vers un homme pour régler ses problèmes. Elle a couru à l'appartement de Thibaut, dans le 16e arrondissement, en larmes. Elle s'est jetée dans ses bras, lui montrant l'email de l'école. Je ne comprends pas. Ma sœur est folle. Elle me coupe les vivres sans raison. Elle ruine ma vie. Elle est jalouse de moi, elle l'a toujours été. Thibaut, apparemment, a froncé les sourcils. Il l'a fait rasseoir. Il était confus. Attends, aurait-il dit. Ta sœur? Je croyais que c'était tes parents qui payaient tes études. Coralie s'est figée. Le flot de larmes s'est arrêté net. L'actrice avait oublié son texte. Oui. Eux aussi. Ils contribuent. C'est un arrangement familial. Mais Agnès, elle gère les finances. C'est compliqué. Thibaut n'est pas un imbécile. Il est peut-être né avec une cuillère en argent dans la bouche, mais il est dans une école de commerce. Les chiffres, il connaît. Et les mensonges, il les sent. Coralie. Tes parents contribuent à hauteur de combien? Je ne sais pas. Un peu. Je ne m'occupe pas de ça. Coralie. Sa voix était devenue plus froide. Il a pris l'email. 24 000 €. Ce n'est pas un peu. Est-ce que tes parents ont déjà payé un seul centime pour ton école? Elle l'a regardé, prise au piège. Elle a secoué la tête négativement, les larmes reprenant, mais cette fois, ce n'était plus des larmes de panique. C'était des larmes de quelqu'un qui vient de se faire prendre. Thibaut s'est levé. Il a fait les 100 pas dans son salon luxueux. Attends. Laisse-moi récapituler. Ta sœur, Agnès, c'est bien la mécanicienne, c'est ça? Celle de Lyon? Oui. Celle que tu ne voulais pas inviter à Noël? Thibaut, ce n'est pas ce que tu crois. C'était pour maman. Est-ce que c'est elle, a-t-il insisté, sa voix dure? Oui, a-t-elle murmuré. Thibaut a ri. Un rire sans joie, plein de dégoût. Incroyable. C'est pathétique. La personne qui finance ton style de vie, la personne qui paie 24 000 € par semestre pour que tu puisses jouer à la grande dame, c'est la même personne dont tu as honte? La même personne que tu as bannie de ta propre famille pour m'impressionner, moi et mes parents? Je ne voulais pas que tu penses du mal de ma famille. Qu'on ait des quoi? Des prolos? Coralie est devenue blanche. Oh oui, a dit Thibaut. J'ai entendu le mot que tu as utilisé. Mes parents ont trouvé ça fascinant. Surtout mon père. Je ne voulais pas. Tu n'as pas honte d'elle, Coralie, a-t-il dit en s'approchant d'elle. Tu as honte de toi-même. Et tu m'as menti. Tu m'as menti depuis le début.
Sur qui tu es, sur d'où tu viens. Tu as construit toute notre relation sur un mensonge, financé par la personne que tu méprises. Elle a essayé de le prendre dans ses bras. Thibaut, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Je t'aime. Il l'a repoussé doucement, mais fermement. Non. Tu as besoin de son argent. Moi, j'ai besoin d'espace. J'ai besoin de réfléchir. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui ment comme ça. Je ne peux pas te faire confiance, Coralie. Il a pris son manteau et il est parti. Il l'a laissée seule dans son appartement luxueux. Seule avec son email de 24 000 €. Elle avait perdu son plan A, moi, et son plan B, Thibaut, dans la même journée. Et elle n'avait même pas encore commencé à se battre. L'animal blessé allait devenir dangereux. Après l'échec de ma mère, le reste de la famille a pris le relais. C'était comme une campagne téléphonique coordonnée. Une offensive de culpabilisation. D'abord, ma tante Monique, la sœur de ma mère. Une femme douce qui ne ferait pas de mal à une mouche, mais qui est le sergent de la brigade de la culpabilité. Agnès, c'est ta petite sœur. Tu ne te souviens pas comme tu la protégeais quand vous étiez petite? Quand tu la poussais sur la balançoire? Ton cœur s'est endurci à ce point? C'est l'argent? C'est ce garage qui te rend comme ça? J'ai marmonné quelque chose et j'ai raccroché. Ensuite, mon oncle Robert. Le frère de mon père. Un bon vivant, mais un faible. Franchement, Agnès, c'est petit. C'est juste de l'argent. Ton garage marche bien, non? Tu ne vas pas gâcher la vie de la petite pour une place à table. C'est de la mesquinerie. Elle m'a traité de prolo, tonton Robert. Toi aussi, tu étais ouvrier chez Berliet. Ça ne te fait rien? Oh, tu sais, les jeunes. A-t-il dit, mal à l'aise. J'ai raccroché. Et puis, le coup de grâce. Mon père. Bernard. J'attendais son appel avec une sorte d'espoir tordu. Il était mécanicien. Il savait ce que c'était. Il allait comprendre. Il allait me défendre. Quand son nom s'est affiché, j'ai décroché. Papa? Sa voix était grave, embarrassée. Agnès, ta mère est dévastée. Elle n'arrête pas de pleurer. Tu déchires cette famille. Tu sais à quel point c'est dur pour ta mère de voir Coralie avoir les opportunités qu'elle n'a pas eues. Et toi, tu gâches tout. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Il ne m'a pas défendu. Il m'a blâmé. Il a blâmé Agnès pour les larmes de Martine. Moi, je gâche tout. Ma voix était blanche. Où étais-tu, papa, quand maman m'a appelé pour me dire de ne pas venir? Où étais-tu quand ta fille aînée passait le réveillon seule? Tu étais sur la photo, papa. Tu souriais. Ce n'est pas pareil. C'était juste, c'était pour faciliter les choses. Pour ne pas faire d'histoire. Tu es l'aînée, Agnès. Tu dois être la plus raisonnable. Être raisonnable, ça veut dire être le paillasson? Ça veut dire être la prolo qui paie mais qui ferme sa gueule? C'est ça que tu m'as appris? Il a grogné. Tu ne respectes plus rien. Ton argent t'est monté à la tête. Et il m'a raccroché au nez. Je suis restée là, sidérée. Mon propre père. L'homme qui m'avait mise sous une voiture pour la première fois à 14 ans. J'ai eu un flash. Je devais avoir 16 ans, j'avais réussi à redémarrer un vieux moteur de R5 que tout le monde croyait mort. Il m'avait regardé avec une fierté si intense que j'en avais pleuré. Tu as ça dans le sang, ma fille, m'avait-il dit. Cet homme-là était mort. Remplacé par un lâche en pull cachemire, trop effrayé pour défendre son propre sang, son propre métier. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu m'étouffer avec. Pas un seul d'entre eux. Pas un seul membre de ma famille n'a appelé pour dire « Agnès, ce qu'ils t'ont fait est dégoûtant ». Non. Ils ont tous appelé pour dire « Agnès, rouvre le robinet ». J'ai éteint mon téléphone. Je l'ai laissé sur le comptoir de la cuisine et je suis partie au garage. J'avais besoin de frapper sur quelque chose. J'ai passé le reste de mon jour de Noël à démonter une boîte de vitesse. C'était plus propre que de parler à ma famille. Je pensais que c'était le pire.
Je pensais qu'après m'avoir harcelé, ils allaient enfin comprendre que j'avais pris ma décision. J'avais tort. Le pire n'était pas encore arrivé. Coralie, réalisant qu'elle ne pouvait plus me manipuler, a décidé de me détruire. Quelques jours ont passé. Le silence était étrange. J'avais rallumé mon téléphone, mais les appels de la famille s'étaient arrêtés. J'ai naïvement cru qu'ils avaient abandonné, qu'ils cherchaient une autre solution. Quel idiote! Ils n'abandonnaient pas. Ils changeaient de stratégie. Le premier signe est arrivé le 2 janvier. Le garage venait de rouvrir après le nouvel an. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Mon premier appel de la journée n'était pas un client pour prendre rendez-vous. C'était Monsieur Dubois, le gérant de Transport Lyonnais Express. Une flotte de 22 camionnettes. Mon plus gros contrat. C'était ce contrat qui payait une grosse partie des études de Coralie. Agnès, dit-il, sa voix professionnelle, mais froide. D'habitude, il m'appelait « ma petite ». J'appelle pour vous informer que nous allons devoir suspendre notre contrat d'entretien. Avec effet immédiat. Mon cœur a raté un battement. J'ai failli lâcher ma tasse de café. Quoi? Monsieur Dubois, il y a un problème? Un de mes gars a fait une erreur? Dites-moi, on va arranger ça. Non, non, le travail a toujours été correct. Pascal est un chef. C'est juste, des bruits qui courent. Des bruits persistants. Et je ne peux pas ignorer ça. Quel bruit? Quel bruit, monsieur Dubois? Il semblait embarrassé. Écoutez, Agnès, on me dit de sources sûres que votre garage est en grande difficulté financière. Que vous êtes au bord du dépôt de bilan. Que vous n'arrivez plus à payer vos fournisseurs. Il a fait une pause. Et pire, pour économiser, vous utiliseriez des pièces de rechange, disons, pas d'origine. Des pièces de contrefaçon venues de Chine. J'ai failli lâcher le téléphone. C'était comme recevoir un coup de poing. Quoi? Mais c'est un mensonge absolu. C'est de la diffamation. Qui vous a dit ça? Qui ose dire une chose pareille? Je ne peux pas le dire, Agnès. Mais la source est proche de vous. Très bien informée. Elle avait des détails sur vos délais de paiement. Écoutez, je ne peux pas prendre le risque de voir ma flotte immobilisée si vous mettez la clé sous la porte, ou pire, d'avoir un accident à cause d'une pièce défectueuse. Je suce pas tout, le temps d'y voir plus clair. J'envoie mes chauffeurs chez un concurrent dès aujourd'hui. Il a raccroché. J'étais en état de choc. Proche de moi? Très bien informé. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Le téléphone a sonné à nouveau. La secrétaire de la clinique privée du docteur Renard. Mon deuxième plus gros contrat. L'entretien de leurs 6 véhicules d'intervention à domicile. Même histoire. Nous avons entendu des rumeurs très inquiétantes sur votre solvabilité, Agnès. Nous ne pouvons pas prendre de risques. En 1 heure, j'ai perdu 40% de mon chiffre d'affaires annuel. Je me suis assise, la tête entre les mains. Qui faisait ça? Qui pouvait être si vicieux? Et puis, ça m'a frappé. Comme un coup de scellé en plein visage. Coralie. L'été précédent, elle avait daigné faire un stage de 2 semaines dans mon garage. Pour comprendre la gestion d'une PME, avait-elle dit avec un sourire condescendant. Je lui avais donné accès à tout. Ma comptabilité. Mon système de facturation. Ma liste de clients. Je voulais qu'elle voie ce que c'était, le vrai travail. Elle connaissait mes plus gros contrats. Elle connaissait mes fournisseurs. Elle, une étudiante en finance, savait exactement où frapper pour me faire mal. Elle savait que Monsieur Dubois et le docteur Renard représentaient la base de mes revenus. Elle n'essayait plus de récupérer l'argent. Elle essayait de me punir. Elle essayait de me ruiner. Elle utilisait l'éducation que je lui avais payée pour détruire l'entreprise qui avait financé cette éducation. La rage que j'avais ressentie à Noël n'était rien comparé à cela. C'était une haine froide, pure. J'ai attrapé mon téléphone. J'ai débloqué son numéro. J'ai appelé. Directement sur la messagerie. Elle filtrait mes appels. J'ai laissé un message. Je n'ai pas crié.
Ma voix était basse, dangereuse. Je sais ce que tu as fait, Coralie. Je sais que tu appelles mes clients. Tu as dépassé la ligne. Tu as commis une erreur fatale. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de déclencher. Tu voulais la guerre? Tu vas la voir. J'ai raccroché. J'ai appelé Pascal dans mon bureau. Je lui ai tout raconté. Il m'a écouté sans un mot, son visage buriné se durcissant. Cette petite. Il a grogné. Qu'est-ce qu'on fait, patronne? On se bat, j'ai dit. Appelle Monsieur Dubois. Dis-lui que j'arrive. Prends le bilan comptable de l'année dernière. Et sors-moi les factures de nos fournisseurs de pièces. On va lui prouver qui ment. Le combat ne faisait que commencer. Mais pendant ce temps, à Paris, l'horloge de Coralie tournait. Pendant que j'étais à Lyon, en mode gestion de crise, mon téléphone collé à l'oreille, à me battre pour sauver mon entreprise, Coralie était à Paris, face à un autre type de crise. Elle était probablement en train de siroter un café à 8 € sur un boulevard, se plaignant à une amie de ma trahison et de ma jalousie, se vantant peut-être même de la façon dont elle était en train de me donner une leçon. C'est là que l'email est arrivé. Ce n'était plus un rappel amical. Ce n'était plus une notification. C'était un avis formel. Objet, avis final, solde de scolarité impayé. Le corps du message était bref et brutal. Chère mademoiselle Martin. Ceci est votre notification finale concernant votre solde impayé de 24 000 €. Si le paiement intégral n'est pas reçu dans les 48 heures, votre inscription pour le semestre à venir sera automatiquement annulée et vous serez désinscrite de tous vos cours. Aucune extension ne sera accordée. Cordialement, le bureau financier. 48 heures. La panique a dû être totale. Fini le jeu. Fini les manipulations. C'était le mur. Elle a fait ce qu'elle aurait dû faire depuis le début, elle a essayé de se sauver elle-même. Elle a rempli une demande de prêt étudiant, garantie par l'État. Refusée. Pourquoi? Parce que ces prêts, même garantis, nécessitent un garant solvable. Elle a mis mes parents. Et c'est là que j'ai compris. J'ai compris pourquoi j'avais toujours été celle qui payait. J'ai compris pourquoi mon père avait été si faible au téléphone. La demande a été refusée en raison du dossier de crédit des garants. Mes parents. Ils étaient en surendettement. Bernard et Martine, avec leurs airs de grands bourgeois quand ils allaient voir Coralie, étaient criblés de dettes. Ils avaient probablement vécu au-dessus de leurs moyens pendant des années pour maintenir l'illusion, pour acheter des pulls en cachemire et prétendre qu'ils faisaient partie du monde de Coralie. J'étais leur seule source de revenus stable et fiable. J'étais celle qui maintenait l'illusion à flot. Coralie était piégée. Ses parents ne pouvaient pas payer. Elle a appelé Thibaut. Son dernier espoir. Le riche petit ami. Elle est tombée sur sa messagerie. Elle a laissé un message suppliant. Il n'a jamais répondu. Ce que j'ai su plus tard, c'est que Thibaut avait reçu un appel de son propre père. Son père, l'avocat, qui avait reçu un appel d'un de ses amis, le docteur Renard. Le monde des gens importants est petit. Très petit. Thibaut avait appris que Coralie, non contente de mentir sur qui elle était, essayait activement de ruiner le garage de sa propre sœur. Pour lui, c'était la fin. La trahison de trop. Il lui a envoyé un seul texto, « J'ai tout appris. Ce que tu as fait à ta sœur est immonde. Ne m'appelle plus jamais. » Coralie n'avait plus personne. Ses parents étaient fauchés. Son petit ami l'avait lâché. Sauf moi. Elle a essayé d'appeler. Bien sûr, son numéro était toujours bloqué. Alors elle a fait la seule chose qu'il lui restait à faire. Elle est montée dans sa petite Peugeot 208, celle que je lui avais achetée pour son anniversaire, ironiquement, et elle a pris l'autoroute A6. Elle a conduit les 450 km de Paris à Lyon. Pas pour s'excuser. Pas pour supplier. Pour m'achever. J'étais sous le pont d'une Audi A4. J'étais en train d'expliquer à un apprenti comment diagnostiquer une fuite de liquide de refroidissement. J'étais couverte de graisse, fatiguée, stressée par les appels aux clients, mais j'étais dans mon élément. Le garage était mon royaume. La porte du garage s'est ouverte dans un grand fracas.
Pas la petite porte du bureau, la grande porte coulissante en métal. Ce n'était pas un client. C'était Coralie. Elle avait garé sa 208 en plein milieu de l'entrée, bloquant tout. Elle n'avait pas l'air d'une étudiante en finance chic. Elle avait l'air sauvage. Les yeux rouges, les cheveux en désordre à cause du voyage, son manteau de marque jeté sur ses épaules comme une cape. Elle a traversé la zone d'accueil, ignorant la secrétaire qui lui disait d'attendre. Elle a déboulé sur le plateau technique, ses talons chics claquant sur le béton taché d'huile. Agnès. Tous les bruits du garage se sont arrêtés. Les clés à choc, les pompes élévateurs, la radio qui crachait du vieux rock. Silence total. Pascal, les 2 apprentis, et 3 clients qui attendaient dans la zone d'accueil se sont retournés, stupéfaits. Tu as ruiné MAVIE, a-t-elle hurlé. Le son a résonné contre les murs en béton. Je me suis lentement glissée dessous la voiture. J'ai attrapé un chiffon et j'ai commencé à essuyer calmement mes mains. J'ai regardé ma sœur. J'ai regardé la haine dans ses yeux. Non, Coralie, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Je n'ai pas ruiné ta vie. J'ai juste arrêté de la payer. Tu. Elle cherchait ses mots, folle de rage. Tu es une garce jalouse. Tu es une prolo, et tu ne supportes pas que je m'en sorte. Que je sois meilleure que toi. J'ai fait un pas vers elle. Meilleure que moi? Tu appelles ça réussir? Mentir sur tes voyages? Bannir ta propre famille de Noël parce que tu as honte? Appeler mes clients en secret pour leur raconter des mensonges et tenter de détruire mon entreprise? C'est ça, ta réussite, Coralie? C'est ça qu'ils t'apprennent dans ton école à 24 000 €? Le client dans le coin, un homme d'affaires que je connaissais bien, a levé un sourcil. Pascal a croisé les bras, ses biceps se dessinant sous son bleu de travail. Coralie est devenue blême. Elle ne s'attendait pas à ce que je sache pour les clients. Elle ne s'attendait pas à ce que je le dise devant tout le monde. Elle a vu qu'elle avait perdu l'argument. Alors elle a tenté une dernière attaque. Une attaque physique. Elle a vu rouge. Elle a levé la main, non pas pour me frapper, mais pour attraper quelque chose sur l'établi le plus proche, un gros tournevis plat. Elle n'a pas fait 2 pas. Pascal, mon chef d'atelier, 55 ans, un homme qui a passé sa vie les mains dans le moteur, s'est interposé. Il n'a pas touché Coralie. Il s'est juste tenu là. Un mur. Il fait une tête de plus qu'elle est 2 fois sa largeur. Mademoiselle Coralie, dit-il, sa voix grave, calme mais ferme. Vous n'avez rien à faire ici. C'est un lieu de travail. Dégagez. C'est ma sœur. C'est une affaire de famille, a-t-elle craché, en essayant de le contourner. Pascal n'a pas bougé d'1 centimètre. Il a secoué la tête. Non, mademoiselle. C'est ma patronne. Agnès est une meilleure mécanicienne que votre père ne l'a jamais été, et c'est une patronne plus droite et plus honnête que vous ne le serez jamais. Vous avez fini ici. Cette phrase. Meilleure mécanicienne que votre père. C'était la plus belle chose que j'ai jamais entendue. Pascal a fait un signe de tête aux 2 apprentis. Ils se sont approchés, silencieusement, se plaçant de chaque côté d'elle. Ils n'avaient pas l'air amicaux. Coralie a regardé Pascal. Elle a regardé les apprentis. Elle a regardé le client qui la fixait avec un dégoût absolu. Elle n'avait aucun allié ici. Elle a lâché un son. Un son que je n'oublierai jamais. Un mélange de cris et de sanglots étranglés, un son de pure défaite. Elle s'est retournée et est sortie du garage en courant, manquant de trébucher sur ses propres talons. On a entendu le crissement de ses pneus, payés par moi, alors qu'elle fuyait la scène de son humiliation finale. Je suis restée là, tremblante. La colère m'a quittée, me laissant vide. Pascal s'est tourné vers moi. Il a vu mes mains trembler. Il a hoché la tête. Bon. On retourne au travail, patronne? J'ai pris une grande inspiration. J'ai hoché la tête, une boule dans la gorge. Oui, Pascal. Au travail. L'explosion de Coralie au garage a eu un effet inattendu. Le client qui était présent, un homme d'affaires local influent, a été tellement choqué par la scène qu'il a pris sur lui de raconter l'histoire.
L'histoire de la sœur folle qui essaie de saboter le garage de celle qui lui payait ses études. Les jours suivants ont été intenses. J'ai dû travailler 2 fois plus dur. J'ai personnellement visité Monsieur Dubois et le docteur Renard. Je ne suis pas venu les mains vides. Je leur ai apporté mes bilans comptables des 3 dernières années. Je leur ai apporté les factures de mes fournisseurs de pièces, prouvant que je n'utilisais que de l'origine. Je leur ai expliqué, calmement, la situation, une querelle de famille qui avait dégénéré en tentative de sabotage malveillante. Monsieur Dubois, un homme pragmatique, a regardé les chiffres. Puis il m'a regardé. Agnès, dit-il, je m'excuse d'avoir douté de vous. Le fait que vous veniez ici, en personne, avec les preuves, ça me montre qui vous êtes. Votre sœur est une vipère. Le contrat est réactivé. Et je vais vous envoyer les voitures de ma flotte personnelle en plus. Le docteur Renard a suivi. L'histoire de ma sœur folle, comme il l'appelait maintenant, s'est répandue dans le petit monde des affaires lyonnais. Et au lieu de me nuire, elle m'a aidé. Les gens respectent la transparence. Ils respectent le travail. Ils méprisent la trahison. Mon carnet de commandes s'est rempli. De nouveaux clients, envoyés par d'anciens, sont arrivés. J'ai dû embaucher un autre mécanicien confirmé. Le garage tournait à plein régime. Et Coralie? C'est Solange qui m'a donné les nouvelles, quelques semaines plus tard. Elle m'a appelée, morte de rire. L'école l'avait officiellement renvoyée. Elle n'avait pas payé les 24 000 €. Elle avait perdu son année. Thibaut avait officiellement rompu. Il avait même déménagé dans un autre arrondissement pour être sûr qu'elle ne le retrouve pas. Et le meilleur pour la fin. Mes parents, ne pouvant plus supporter de la voir se morfondre à la maison en les traitant d'incapables, l'avaient forcée à trouver un travail. N'importe quel travail. Pour payer sa part du loyer, maintenant que l'argent d'Agnès n'arrivait plus. Coralie, l'étudiante star de la grande école parisienne, celle qui avait peur des prolos, scannait maintenant des articles à la caisse du supermarché Carrefour de Vénissieux. Je n'ai pas ressenti de joie. Vraiment pas. J'ai juste ressenti une sorte de justice amère. Un poids énorme qui se levait de mes épaules. Le mois suivant, j'ai reçu un virement important d'un de mes nouveaux contrats. Le solde de mon compte professionnel a dépassé un seuil que je n'avais jamais atteint. Je me suis connecté au site web de mon fournisseur d'équipement de garage. J'ai regardé ce pont élévateur hydraulique à 4 colonnes dont je rêvais depuis 2 ans. Celui qui pouvait soulever des camping-cars et des gros utilitaires, un marché que je ne pouvais pas toucher avant. Prix, 23 800 €. J'ai cliqué sur « Acheter ». J'ai payé avec l'argent qui aurait dû partir pour le semestre de Coralie. J'ai investi en moi-même. J'ai investi dans mon entreprise. Quand ils l'ont installé, une semaine plus tard, je suis resté là, à le regarder monter et descendre, dans un sifflement hydraulique doux. C'était le plus beau son du monde. C'était le son de ma liberté. C'était le son de ma victoire. Les mois ont passé. L'hiver s'est transformé en printemps, puis en un été chargé. Le nouveau pont élévateur tournait à plein temps. Mon nouvel employé était formidable. Pascal avait pris un peu plus de responsabilité, et j'avais même réussi à prendre un week-end de 3 jours pour moi. Je suis allée à Annecy. Seule. J'ai marché au bord du lac. C'était paisible. Je n'avais eu aucune nouvelle de ma famille. Ni de Coralie, ni de mes parents. C'était comme s'ils avaient été effacés de ma vie. Le silence était assourdissant au début, puis il est devenu confortable. Mon bien-être mental s'est amélioré. Je dormais mieux. L'anxiété permanente qui me tordait l'estomac avait disparu. Je réalisais seulement maintenant à quel point leur toxicité, leur dépendance financière et émotionnelle, m'avait pesé pendant toutes ces années. J'avais l'impression d'avoir porté 3 personnes sur mon dos tout en essayant de pousser ma propre voiture en panne. L'automne est arrivé, puis les premiers froids de l'hiver. Nous étions début décembre. Presque un an jour pour jour après l'incident. J'étais en train de fermer le garage, la nuit tombait tôt. Mon téléphone a vibré. Un numéro que je ne reconnaissais pas. Un message texte. Agnès, c'est maman. J'ai un nouveau numéro. Mon cœur s'est arrêté.
J'ai failli effacer le message sans le lire. J'ai failli le bloquer. Mais la curiosité a été plus forte. Je sais que l'année a été difficile. Ton père et moi, on pense à toi. Noël approche. Ta sœur, elle a beaucoup changé. Elle travaille dur. Elle est devenue chef de caisse. Elle est plus mûre. Peut-être que tu pourrais venir pour le réveillon cette année. Juste pour voir. La famille nous manque. Tu nous manques. On t'aime. Je suis restée dans le froid du parking, sous le faible éclairage public. Tu nous manques. J'ai regardé le message pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Une partie de moi, la petite fille qui voulait juste l'approbation de ses parents, la grande sœur qui avait protégé Coralie toute sa vie, voulait répondre. Voulait dire, moi aussi. Voulait croire que Coralie avait changé. Puis j'ai pensé à Gstad. J'ai pensé au mot prolo. J'ai pensé aux appels à mes clients. J'ai pensé à mon père me disant que l'argent m'était monté à la tête. J'ai relu le message. Ta sœur a beaucoup changé. Tu nous manques. Pas un mot d'excuse. Pas de « nous sommes désolés ». Pas de « ce que nous t'avons fait est impardonnable ». Ils ne s'excusaient pas. Ils ne prenaient pas leurs responsabilités. Ils voulaient juste que les choses redeviennent normales. Que je revienne dans le giron, que je redevienne la gentille Agnès qui règle les problèmes et qui paie les factures. J'ai levé les yeux. J'ai regardé à travers la vitre du garage. J'ai vu Pascal et les apprentis qui riaient en rangeant leurs outils. Ils m'ont fait un signe de la main. J'ai souri et je leur ai fait signe à mon tour. Ça, c'est ma famille maintenant. Les gens qui me respectent. J'ai tenu mon doigt appuyé sur le message de ma mère. Une option est apparue. Bloquer ce numéro. J'ai appuyé. J'ai effacé le message. Je n'ai jamais répondu. Quitter une famille toxique, même quand on l'aime, c'est l'une des choses les plus difficiles au monde. Mais cela ne signifie pas que vous êtes égoïste. Cela signifie que vous commencez enfin à vous choisir. Ma valeur n'est pas mesurée par ce que je peux donner aux autres. Je ne suis pas un portefeuille sur pattes. Je ne suis pas un distributeur automatique. Je suis une femme, une chef d'entreprise, une mécanicienne. Et je mérite le respect, à commencer par le mien. Et vous? Avez-vous déjà dû établir des limites fermes avec votre famille? Avez-vous déjà dû faire le choix douloureux entre votre bien-être mental et ce qu'on appelle l'obligation familiale? Racontez-moi vos histoires dans les commentaires. Je lis absolument tout. Si cette histoire a résonné en vous, si vous vous êtes senti compris, laissez un 1 dans les commentaires, ou dites-moi simplement si vous pensez que j'ai bien fait. Et si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine histoire. Croyez-moi, j'en ai beaucoup d'autres à raconter. Merci de m'avoir écouté. Et souvenez-vous, vous choisir n'est jamais le mauvais choix. À la prochaine.